Bonjour, je vous remercie donc d'être là cet après-midi pour essayer de vous intéresser avec moi donc au pensionnat indien au Canada. Et j'ai mis en épigraphe cette citation de Jacques Le Goff: la mémoire ne cherche à sauver le passé que pour servir au présent et à l'avenir, parce que je trouve qu'elle résume assez bien ce que je voudrais faire en ce début d'après-midi. Plonger dans un passé qui est douloureux, puisque la scolarisation des enfants indiens au Canada évoque tout un tas de traumatismes qui sont encore bien tangibles dans la société canadienne, mais essayer de m'intéresser également, de nous intéresser également à la manière dont certains artistes aborigènes parviennent à dépasser ce traumatisme et dépasser ce passé douloureux, se le réapproprier à travers l'expression artistique pour construire justement, tracer une voie qui permettra, je pense, de construire un avenir plus stable pour ces populations fragilisées par finalement 4 siècles de spoliation et de colonisation. Dans un premier temps, je vous propose un petit panorama historique des pensionnats au Canada, que je vais essayer de garder assez bref et assez schématique pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Et ensuite, je vous proposerai de nous intéresser à des exemples de production artistique, de romanciers, de poètes également, de cinéastes et d'artistes graphistes, de dessinateurs amérindiens également, qui ont réinvesti l'histoire des pensionnats dans leur production artistique et qui ont permis l'émergence d'une identité individuelle, c'est-à-dire à chaque fois on va s'apercevoir que leur démarche correspond à une reconstruction à l'échelle individuelle parce qu'ils ont été directement concernés par les pensionnats ou indirectement, c'est-à-dire leurs parents ont été pensionnaires, et l'émergence aussi, par jeu de miroir, d'une identité collective, c'est-à-dire la manière dont ils servent leur communauté finalement en proposant ces modes d'expression. Je m'habitue, voilà. J'ai également reproduit cette citation de l'Évangile selon saint Matthieu parce que tout commence finalement avec la Nouvelle-France et les missionnaires jésuites et les récollets qui suivent Jacques Cartier. Les voyages de Jacques Cartier, c'est 1534-1542. Et Jacques Cartier, lors de sa première rencontre avec les Indiens Micmac en Gaspésie, donc la Gaspésie est une région du Québec, Jacques Cartier va formuler l'observation suivante: nous convenons qu'il sera facile à convertir. Donc on comprend bien que dès que les Français ont mis le pied au Canada, le projet de conversion de l'Indien et d'assimilation de l'Indien et d'éducation de l'Indien était à l'ordre du jour. Alors une éducation dont on peut constater quand on lit ces citations de l'Évangile selon saint Matthieu qu'elle s'appuie essentiellement sur les notions d'obéissance et de soumission de l'indigène ou de l'amérindien ou du sauvage, comme on disait à l'époque, aux règles dictées par l'Église. Après les voyages de Jacques Cartier, donc, cette évangélisation des Indiens et l'éducation, ce projet d'éducation des Indiens va s'intensifier avec Samuel de Champlain. Samuel de Champlain qui va développer des colonies permanentes le long du Saint-Laurent entre 1603 et 1635 et qui va installer des missions jésuites et des missions de récollets qui vont être des missions itinérantes. J'y ai pas pensé dans ce que j'ai écrit, mais je vous conseille un film qui s'appelle Black Robe, qui est un excellent film canadien qui parle justement d'une mission jésuite itinérante qui va convertir un village huron en Nouvelle-France. Donc ce projet va s'intensifier et dans un premier temps, va être mené par les missionnaires catholiques, mais très rapidement, les missionnaires protestants et anglicans vont se joindre à eux, puisqu'il ne faut pas oublier quand même qu'en 1763, le traité de Paris, met fin à la Nouvelle-France. 1763, fin de la guerre de 7 ans, la France cède le Canada à la couronne anglaise, et donc on va assister à un afflux de colons anglophones et en majeure partie anglicans ou protestants, en Ontario principalement, dans l'Ontario principalement, et après la Révolution américaine, 1776-1783, cela va s'intensifier. Les populations anglophones fidèles à la couronne britannique qui habitaient la Nouvelle-Angleterre vont migrer vers le Canada, ce qu'on appelle le Haut-Canada, alors, qui est l'Ontario, le Bas-Canada étant constitué par le Québec et les provinces maritimes. Mais ces missionnaires, finalement, anglicans pour la majeure partie, et méthodistes et presbytériens pour certains, vont participer également à cette mission de l'éducation de l'Indien. Ça, c'est une peinture que j'avais choisie pour illustrer, finalement, l'image que les Européens pouvaient avoir de la mission des Jésuites au Canada. On voit bien que le père Marquette montre la voie littéralement aux Indiens sur cette peinture, qui sont des Hurons, des Indiens Hurons en l'occurrence.
L'idée derrière, la philosophie finalement derrière cette politique d'éducation de l'Indien est double. Il s'agit de changer la philosophie de vie des autochtones pour les amener à modifier leurs pratiques de vie, c'est-à-dire à sédentariser essentiellement les populations. Et la sédentarisation passe par deux pôles, la Bible, ou deux outils plutôt, la Bible et la charrue. C'est ce qu'on appelle la civilisation par la Bible et la charrue au Canada. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand on s'intéresse aux Amérindiens que l'idée d'agriculture et d'occupation du sol et d'utilisation du sol est essentielle à la perception que les Européens ont eue des différentes tribus. Les tribus qui pratiquaient l'agriculture, même une forme rudimentaire d'agriculture, étant mieux considérées que celles qui n'utilisaient pas la terre et qui étaient réputées gaspiller la terre, ce qui était un argument assez pratique finalement pour la leur confisquer et se l'approprier, bien sûr. Donc, cette civilisation donc, par la Bible et la charrue, et en même temps une volonté d'isoler les communautés aborigènes pour les préserver de l'influence néfaste des autres colons blancs. Cet isolement d'ailleurs, l'isolement ou l'idée d'isolement qui restera une des stratégies clés de la politique indienne du Canada et des États-Unis, sous forme de réserves, puisque les réserves sont souvent situées dans des endroits extrêmement isolés, particulièrement au Canada, et sous forme de pensionnat. On va voir que le pensionnat est également un lieu isolé, un lieu d'isolement, et on va voir pourquoi avoir choisi finalement d'envoyer les enfants dans des pensionnats, des internats plutôt que des externats. Entre 1608 correspond à la fondation de Québec et 1763, c'est-à-dire la fin de la Nouvelle-France et le traité de Paris, le nombre d'enfants indiens scolarisés reste extrêmement limité pour deux raisons. Le manque de structure, le manque de mission et de capacité d'accueil des enfants indiens en étant une. La raison principale, c'est la forte résistance des mères et des grands-mères dans certaines tribus à permettre la scolarisation de leurs enfants, en particulier les Hurons-Wendat et les Inuits, qui sont des communautés qui habitent l'actuel Québec pour l'essentiel. Entre 1763 donc, et 1820, la politique indienne va être marquée par un tournant au Canada. On va passer finalement d'une politique qui traitait les nations indiennes comme des nations étrangères, c'est-à-dire de nation à nation, en négociant avec des nations étrangères souveraines, à une politique qui va traiter une politique moins favorable aux communautés autochtones, une politique paternaliste qui va finir par traiter les populations indigènes comme des peuples colonisés et non plus comme des nations indépendantes, comme des peuples dépendants. Cette politique s'explique finalement par un afflux au début du XIXe siècle de colons venus d'Europe au Canada, donc un besoin de nouvelles terres arables et un besoin d'espace qui vont bien sûr être conquis au détriment des populations autochtones, qui vont être déplacées, moins qu'aux États-Unis, mais qui vont quand même être déplacées pour certaines. L'idée d'assimilation des civilisations fait peu à peu son chemin dans la pensée politique canadienne et cette politique assimilationniste se dessine peu à peu, en particulier vis-à-vis des tribus qui ont signé un traité. Alors, au Canada, il y a différents statuts indiens pour résumer. Il y a ce qu'on appelle les Premières Nations et parmi les Premières Nations, il y a ce qu'on appelle les Indiens inscrits, ceux qui ont signé un traité et qui se sont déclarés appartenant à une nation indienne à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, et les non-inscrits, qui eux n'ont jamais signé de traité avec la couronne britannique ou avec le gouvernement canadien. Et ensuite, il y a les Métis, qui constituent une communauté encore à part, et il y a les Inuits, qui ne sont pas comptés dans les Premières Nations. Donc, cette politique indienne donc, va toucher les trois catégories, hein, Inuits, Métis et Premières Nations, entre 1763 et 1820, et va s'intensifier au cours du XIXe siècle, où finalement les Indiens, ce qu'on appelle les Treaty Indians, les Indiens qui ont signé un traité, vont finir par être considérés comme obtenir le statut de pupille de la couronne britannique, pupille avec toute la dépendance que le terme, bien sûr, suppose. Après la proclamation de la Confédération en 1867, le Canada cesse d'être une colonie britannique pour devenir un dominion, pour acquérir le statut de dominion. Après la proclamation de cette confédération, on s'aperçoit finalement qu'à cette date-là, 1867, l'éducation des populations autochtones n'a pas véritablement fonctionné, je vous l'ai dit, en raison de la résistance des femmes, notamment des mères et des grands-mères, puisque finalement, il n'y a que 2 pensionnats en 1867 au Canada, 2 pensionnats autochtones, dont un seul est financé par les deniers publics, à l'aide des deniers publics. Donc ça reste si vous voulez, ça reste une situation très marginale à l'époque.
Je vous avais mis cette carte donc juste pour vous donner une idée de la politique indienne au Canada qui a fonctionné selon le principe des traités. C'est-à-dire il y a une série de traités qui ont été signés avec les populations autochtones, 11 traités à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et qui régissent les relations entre le gouvernement fédéral et les nations autochtones encore à l'heure actuelle. Et on va voir que ça a eu un impact sur l'éducation des aborigènes. Cette volonté d'assimiler les populations aborigènes et de les éduquer va se matérialiser, va prendre forme à travers finalement l'adoption de textes de loi. En 1869, un premier texte de loi qui s'appelle l'Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle des sauvages, le terme sauvage étant encore très utilisé au XIXe siècle, y compris dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Un texte de loi qui insiste sur la nécessité pour les conseils de bande, c'est-à-dire les conseils tribaux, d'organiser, de mettre en place des structures éducatives à destination de leurs enfants, structures éducatives qui doivent recevoir l'approbation du gouvernement fédéral. Donc il n'y a pas d'autonomie, si vous voulez, en matière d'éducation. Il y a juste une prescription aux conseils tribaux d'organiser une forme d'éducation sur les réserves. En 1876, c'est la loi sur les Indiens, qui est le texte fondamental au Canada en matière de statut des populations autochtones. C'est la loi sur les Indiens qui va encourager l'inscription des enfants indiens dans les écoles, dans les missions finalement catholiques et protestantes, et qui va approfondir cette idée de la nécessité d'éduquer l'Indien pour l'assimiler à ce Canada, à cette toute jeune nation finalement qui est en train de se construire et qui essaie de se construire une identité. À cet effet, le gouvernement canadien de l'époque, qui est le gouvernement de John Macdonald, du Premier ministre John Macdonald, va s'inspirer de ce qui se passe aux États-Unis sous l'impulsion de Richard Henry Pratt, dont vous voyez une photo à l'écran. Richard Henry Pratt, en 1879, a prononcé un célèbre discours dans lequel il prône l'éducation des Indiens et l'ouverture d'un pensionnat, du premier pensionnat indien aux États-Unis, qui s'appelle l'école de Carlisle, le pensionnat de Carlisle en Pennsylvanie, qui va pendant près d'un siècle contribuer à l'assimilation et à l'éducation des jeunes Indiens, qui va être le premier en l'espèce. Le discours prononcé par Richard Henry Pratt, ça c'est une photo d'élèves indiens devant le pensionnat de Carlisle à la fin du 19e siècle. C'est pour vous donner l'idée de l'ampleur de ce pensionnat et de sa capacité d'accueil. Ce qui me frappe toujours sur cette photo, bon, forcément les élèves portaient l'uniforme, c'est justement cette uniformité et ce projet normatif déjà à travers le système éducatif qui se dessine très très nettement. Et quand on voit cet extrait du discours de Pratt, un grand général a dit qu'il n'y avait de bon Indien qu'un Indien mort. Dans un sens, je souscris à cette opinion. C'est le général Sheridan qui avait dit ça. C'est une déformation légère des propos du général Sheridan. Je souscris à cette opinion, mais uniquement dans la mesure où tout ce qu'il y a d'Indiens dans cette race devrait être mort. Tuer l'Indien qui est en lui pour sauver l'homme, a dit Richard Henry Pratt. C'est devenu la phrase qui est restée, si vous voulez, quand on parle des pensionnats indiens aux États-Unis et au Canada. Kill the Indian to save the man. Tuer l'Indien pour sauver l'homme. Ce n'est pas exactement ce qu'il a dit, mais on voit bien que le projet est sans ambiguïté. Il s'agit de détruire quelque chose, il s'agit de détruire l'indianité et le lien avec les traditions et les coutumes autochtones pour permettre aux jeunes Indiens de s'assimiler, d'être assimilés dans la société dominante en l'occurrence. Je vous ai mis cette caricature également car je la trouve assez intéressante. C'est une caricature de l'époque aux États-Unis, pas au Canada, mais à l'époque, il est assez difficile de faire la différence entre les deux politiques. Elles vont se distinguer très rapidement, mais vous voyez, on voit un surintendant finalement des affaires indiennes qui bat un Indien, et l'Indien lui dit « je voudrais parler, je voudrais négocier », et il lui dit, le surintendant lui dit « on frappe d'abord, et après il y aura Big Talkie ». Big Talkie, c'est du charabia en fait, c'est ce qu'on appelle le tonto speak, c'est-à-dire cet anglais petit nègre entre guillemets, l'expression n'est pas très appropriée par rapport aux propos aujourd'hui, mais bon, c'était l'idée à l'époque qu'on mettait dans la bouche des Indiens, c'est-à-dire l'éducation passe par le châtiment et par la spoliation et la privation et la frustration surtout. À la fin du 19e siècle, donc 1876, loi sur les Indiens,
À partir de 1878-1879, du discours de Pratt, le gouvernement de John Macdonald au Canada va s'inspirer de ce projet qui a été réalisé aux États-Unis à travers la fondation du pensionnat de Carlisle pour encourager l'émancipation des populations autochtones par le biais des écoles industrielles. Les écoles industrielles, comme leur nom l'indique, consistaient à mettre les enfants indiens surtout au travail, c'est-à-dire que l'éducation n'était qu'une partie du projet, une partie de la journée du quotidien des jeunes Indiens était consacrée aux classes, à l'éducation, mais la majeure partie de la journée consistait en des travaux de culture de la terre, des travaux domestiques pour les jeunes filles, etc. Dès l'année suivante, 1883, le budget des affaires indiennes est augmenté afin de créer une ligne budgétaire permettant le financement des pensionnats et l'ouverture des pensionnats. Donc ça, c'est en 1883. Et 11 ans plus tard, en 1894, un amendement de la loi sur les Indiens de 1876 va poser enfin l'obligation de scolarisation de tous les enfants autochtones au Canada entre l'âge de 7 ans et 16 ans. Alors une scolarisation en externat dans la mesure du possible, mais c'est tout de même un texte de loi qui donne le pouvoir à l'agent des affaires indiennes sur la réserve ou à un magistrat d'ordonner le placement de force des enfants s'il l'estime nécessaire, le placement en pensionnat en l'occurrence, et qui donne le mandat aux agents des affaires indiennes de ramener de force les enfants fugitifs, les enfants qui essaient de s'enfuir donc du pensionnat, et d'obliger les parents à scolariser leurs enfants par la contrainte s'ils s'y opposent. Cette idée de la nécessité d'éloigner l'enfant autochtone de sa communauté devient de plus en plus importante au Canada, et la stratégie qui n'a jamais été officielle mais qu'on constate du gouvernement canadien a tout simplement consisté à freiner l'ouverture des externats sur les réserves, à limiter l'ouverture des externats sur les réserves, en particulier dans l'Ouest canadien, pour contraindre la scolarisation dans des pensionnats sans jamais l'acter véritablement dans un texte de loi, mais la réalité a été celle-là. Si bien qu'en 1900, finalement, au début du XXe siècle, on passe en 1867 de 2 pensionnats à 22 écoles industrielles et 39 pensionnats, soit 61 internats indiens au Canada, qui ont été créés en une trentaine d'années, en l'espace de 33 ans, en fait. Et des années 1900 jusqu'aux années 1960, c'est un système qui va fonctionner à plein régime. Des cohortes d'enfants aborigènes, indiens, métis et inuits feront les frais de ce qu'on peut appeler en fait une machine à broyer l'Indien, comme on va le voir, ou à nettoyer l'Indien en tout cas, dans des pensionnats qui sont administrés à 60% par l'Église catholique, à 15% par l'Église anglicane, le reste étant administré par les églises presbytériennes, l'Église unie du Canada, donc par des églises de confession protestante. Dès les années 40, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement canadien va commencer à faire machine arrière en se désengageant financièrement des pensionnats. Et ça va être assez terrible parce que c'est une période qui correspond justement parallèlement à une augmentation des inscriptions d'enfants autochtones dans les pensionnats, et on va couper les vannes financières, et la situation va se détériorer dans les années 40 et 50 de manière assez dramatique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus suffisamment d'argent pour les faire manger correctement, si tant est dans certains pensionnats qu'on ne les ait jamais fait manger correctement. Les enfants qui ont vécu les pensionnats dans ces années-là, 40 et 50, vont vraiment faire les frais de cette politique de restriction budgétaire en matière de politique indienne au Canada. Je vous ai préparé quelques illustrations en images pour vous donner une idée de ce qu'étaient ces pensionnats. Ça, c'est une photo de la façade du pensionnat de Shingbok à Sault-Sainte-Marie, dans l'Ontario. Ce sont toujours des façades assez austères. Je vous ai mis cette photo parce que dans beaucoup de récits qui parlent des pensionnats, de romans notamment, et dans les films également, il y a toujours la référence qui est faite à cette façade austère du pensionnat, inaccueillante, inhospitalière. Et le pensionnat est toujours situé, finalement, on s'aperçoit dans un paysage stérile, en haut d'une colline, assez dépouillée. Et cette idée de stérilité est très intéressante. Il y a tout un travail à faire dans les récits amérindiens sur l'opposition entre la stérilité du pensionnat et la fertilité de la terre d'où le jeune Indien a été extrait, en fait. C'est assez intéressant. Ça, ce sont quelques images qui nous montrent l'intérieur d'une salle de classe. Or, toujours la présence, ce sont des pensionnats catholiques en l'occurrence, toujours la présence des sœurs en classe, qui sont assez austères. Et toujours, c'est ce qui frappe sur ces images, ou c'est ce qui me frappe moi, toujours l'air peu épanoui de ces enfants scolarisés dans les pensionnats.
on le voit également sur ces images, les pensionnats étaient rarement mixtes. Hein. Ils étaient pratiquement jamais mixtes. Ils ont commencé à devenir mixtes pour certains dans les années 50. En voilà d'autres. Hein. Ce sont des images que vous pouvez facilement trouver sur Internet, hein, en tapant pensionnat canadien, pensionnat autochtone canadien. Il y a toute une collection d'images. Et celle-là qui illustre la manière dont on costumait aussi les petits-enfants indiens pour les européaniser de manière assez ridicule parfois, comme c'est le cas sur cette image. Ça, ce sont des enfants inuits qui prennent l'avion parce que les pensionnats étaient situés à des centaines de kilomètres souvent de la réserve. Hein. L'idée était de les éloigner le plus possible pour qu'ils retournent le moins possible sur la réserve. Ce sont des enfants inuits qui prennent l'avion pour être conduits sur le pensionnat où ils sont scolarisés. Donc, on va arriver finalement dans les années 60 à une situation assez difficile dans les pensionnats. Jusqu'en 1969, 1969 va marquer la fin de la politique des pensionnats puisque le gouvernement canadien va ôter la gestion des pensionnats des mains des églises pour récupérer au niveau fédéral la gestion de ces pensionnats et pour les fermer peu à peu. C'est-à-dire que le gouvernement canadien va réduire le nombre d'inscriptions, va créer des écoles sur les réserves, des externats sur les réserves. Les inscriptions vont, le feu va mourir, si vous voulez, de lui-même, et les pensionnats vont fermer entre 69 et 96. Les deux derniers ont fermé en 96, donc on parle tout de même de quelque chose qui est assez récent. Même si la période de 69 à 96 correspond à une période où certains pensionnats ont été gérés par les populations autochtones elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des conseils tribaux qui ont repris la gestion de certains pensionnats, tout simplement parce qu'ils estimaient que c'était plus simple pour les enfants d'être scolarisés dans ces endroits que d'être scolarisés dans les écoles publiques provinciales du Canada où ils seraient victimes du racisme finalement des autres enfants canadiens, où ils rencontreraient certainement des problèmes d'intégration également. 1996 correspond également à la Commission royale sur les peuples aborigènes, une commission royale mandatée par la couronne britannique. Hein, vous savez que le Canada, le chef d'État du Canada est toujours le souverain du Royaume-Uni. Le Canada est dans le Commonwealth d'ailleurs, est un des pays du Commonwealth. La Commission royale sur les peuples aborigènes va rendre un rapport dans lequel elle va faire 440 recommandations sur la gestion des peuples aborigènes au gouvernement canadien et tout un chapitre de ce rapport traite des pensionnats indiens. C'est un travail qui va avoir des conséquences vraiment significatives puisque 2 ans plus tard, en 1998, le gouvernement canadien va allouer 350 millions de dollars canadiens pour la création de The Aboriginal Healing Foundation, c'est-à-dire la fondation de soins healing aborigène destinée à prendre en charge les séquelles durables et les traumatismes durables qui sont la conséquence de la scolarisation dans les pensionnats. Des traumatismes physiques, bien sûr, mentaux, psychologiques, pour les individus, mais aussi pour les communautés. La dimension intergénérationnelle de ce traumatisme dont on reparlera quand on va s'intéresser à certains artistes, c'est-à-dire la manière dont certains parents qui ont vécu l'expérience des pensionnats sont devenus des parents dysfonctionnants. Et donc ça a impacté, ou les conséquences que ça a eues sur la génération qui n'est pas passée par les pensionnats, mais qui en subit quand même une partie des conséquences. Pour vous donner une idée, je vous ai mis cette image, si vous voulez. Cette image, c'est un peu le mode de vie. On va parler d'un auteur qui s'appelle Thompson Highway tout à l'heure, qui écrit. Thompson Highway, il a grandi dans un environnement qui correspond à la tente que vous voyez, ou plutôt d'ailleurs dans la neige. Il habitait le nord du Manitoba, son père était chasseur de caribous, donc ils étaient semi-nomades. Il est né en 51, et en 51, on vivait encore comme ça dans le nord du Canada, dans certaines communautés autochtones. À 6 ans, il a été extrait de ce milieu pour être scolarisé dans un pensionnat à 400 km. Je pense qu'on peut imaginer la violence pour un enfant de ce changement de mode de vie. Alors on verra que tout n'est pas négatif, loin de là, hein, dans cette expérience, surtout pour Thompson Highway. Mais tout de même, ça vous donne une idée. Richard Wagamis, dont on va parler tout à l'heure, qui est un Indien Ojibwe, qui était, puisqu'il est mort l'an dernier, vivait dans ce type d'environnement. La tente que vous voyez ce camp Ojibwe, un camp d'été, ce sont des photos qui ont été prises dans les années 40. Donc, et les 2 écrivains dont je vous parle sont nés dans les années 50. Donc ça n'avait pas beaucoup changé en une dizaine d'années. Donc c'est un peu le choc des cultures, c'est le cas de le dire, cette extraction de ce milieu pour être réimplanté dans un milieu plutôt hostile, celui des pensionnats. J'ai mis cette photo également pour vous donner une idée de l'impact que cette scolarité a pu avoir sur certains enfants. C'est un extrait de manuel scolaire qui était utilisé dans certains pensionnats.
qui représente le martyr d'un des martyrs canadiens, le supplice d'un des martyrs canadiens. Les martyrs canadiens sont 6 jésuites et 2 laïcs qui ont été torturés et exécutés par les Indiens iroquois au XVIIe siècle. Mais voilà, je veux dire, je pense que c'est le martyr de Jean de Brébeuf. Je voulais aller vérifier, j'ai pas eu le temps. L'image qu'on pouvait donner aux enfants de leur propre communauté finalement et de leur indianité est assez pose question en tout cas. En 2008, la commission Vérité et Réconciliation va être créée. C'est très important à mon sens. En 2005, il y avait eu un programme qui s'appelle l'IRSA, qui est un programme d'indemnisation des victimes des pensionnats. C'est un accord conclu entre le gouvernement canadien et 86 000 membres des communautés autochtones. C'est un accord qui prévoit une enveloppe de 2 milliards de dollars canadiens à titre de dommages et intérêts. Ça fait à peu près 28 000 dollars canadiens par victime déclarée. 960 millions de dollars canadiens pour mettre en place un programme d'aide aux victimes qui s'appelle l'IAP, 20 millions de dollars canadiens pour financer des projets commémoratifs liés au pensionnat et 60 millions de dollars canadiens pour financer la création d'une commission Vérité et Réconciliation. Les commissions de Vérité et de Réconciliation s'inspirent de celle qui s'est tenue en Afrique du Sud après l'apartheid, en fait, et visent à mettre en place des mesures restauratives et une justice transitionnelle pour les victimes de violences, en fait, quelles qu'elles soient. Cette commission a travaillé entre 2008 et 2015, pendant 7 ans. Elle a auditionné des victimes des pensionnats, parfois des bourreaux, entre guillemets, on va dire des participants à cette éducation et assimilation politique d'assimilation des Indiens, des institutions, l'Église catholique et l'Église anglicane notamment, et elle a rendu des conclusions en 2015 en 6 volumes, 2 volumes sur l'histoire des pensionnats qui font quand même plus de 2000 pages, un volume sur les Inuits, un sur les Métis, un sur les disparitions liées au pensionnat, un sur les violences et les séquelles, et le dernier volume, Réconciliation et recommandations, et une série de recommandations au gouvernement canadien en matière de gestion des politiques de relations avec les communautés autochtones. Je vous ai mis, ça c'est le logotype donc, de la CVR. Ce sont les 3... Le président de la CVR, Murray Sinclair, et ses 2 assesseurs, Wilton Littlechild et Mary Wilson. 2 d'entre eux sont aborigènes, Mary Wilson ne l'est pas, mais Wilton Littlechild et Murray Sinclair sont issus des communautés aborigènes. Murray Sinclair est juge fédéral au Canada. Ça, c'est la boîte qui a été créée à l'occasion, par un artiste amérindien à l'occasion de la CVR, et c'est la boîte dans laquelle, symboliquement, ont été enfermés des objets qui symbolise finalement l'histoire des pensionnats et l'impact des pensionnats sur les populations autochtones. Il faut savoir que tous les membres des populations autochtones qui le souhaitaient ont pu venir témoigner à un moment ou à un autre devant la CVR de leur expérience, s'ils le souhaitaient. Donc il y a des milliers de témoignages qui ont été recueillis. Et ça, c'est Justin Trudeau, lors de la cérémonie de clôture. Il venait d'être investi, puisqu'il a été élu en novembre 2015 et la cérémonie de clôture a eu lieu en décembre 2015. Justin Trudeau en larmes, sincèrement, je pense, parce qu'il pleurait vraiment à chaudes larmes lors de cette cérémonie, qui a remué un passé qui avait toujours été tu au Canada. C'est-à-dire, on parle avec beaucoup de Canadiens et on s'aperçoit que beaucoup d'entre eux n'étaient même pas au courant ou ne veulent pas se rappeler, je ne saurais pas le déterminer. Je pense que beaucoup n'étaient même pas au courant de ce qui se passait dans ces pensionnats et de cette politique assez violente quand même qui a perduré pendant 80 ans. Cette caricature me permet de faire la transition avec les artistes dont je souhaite vous parler. Il ne s'agit pas de Justin Trudeau, il s'agit de Stephen Harper, qui est le prédécesseur de Justin Trudeau, mais qui était Premier ministre pendant les travaux de la commission Vérité et Réconciliation, qui tapote le dos d'un des chefs autochtones qui était impliqué dans la CVRC, et qui lui dit « content que tout ça soit finalement derrière nous, si ce n'est qu'il traîne derrière lui un gros boulet ». Le boulet des pensionnats canadiens. Donc ça m'amène à l'idée, si vous voulez, je me dis, mes recherches sont dictées par l'idée suivante, une fois que ces personnes ont été auditionnées, une fois qu'elles ont témoigné de ce qu'elles ont vécu, qui est souvent atroce, sont des témoignages finalement assez répétitifs, parce que les horreurs sont à peu près les mêmes, ou les traumatismes sont à peu près les mêmes, une fois qu'elles ont reçu 28 000 dollars canadiens environ de compensation financière, et qu'elles retournent vivre sur leur réserve dans le nord du Manitoba, au milieu de nulle part, où les routes n'arrivent même pas parfois. Que font ces personnes
de l'argent qu'on leur a donné et en quoi leur a servi, comment elles vont-elles se construire et comment les communautés vont-elles se construire, même une fois la parole posée, même après le témoignage devant la commission Vérité et Réconciliation. Quels sont les moyens qu'on leur donne de se construire? Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a une carence à ce niveau-là. Et je pense que cette carence est comblée en grande partie par certains artistes aborigènes et par la démarche qu'ils mettent en place finalement pour réinvestir cette histoire des pensionnats. Alors, je me suis demandé comment vous présenter ça et je me suis dit finalement, je ne vais pas faire quelque chose de thématique parce que si je fais quelque chose de thématique, beaucoup de gens n'auront pas lu les ouvrages ou vu les films dont je vais parler et je vais être obligé de raconter l'histoire quand même pour qu'ils comprennent à chaque fois. Non, je vais vous présenter artiste après artiste, faire une présentation artiste après artiste. Alors il va y avoir quelques répétitions sans doute, mais si ça peut vous donner ne serait-ce que l'envie de lire certains de ces romans, de voir certains de ces films, je pense que ça sera une bonne chose, parce que je pense qu'ils sont vraiment très intéressants dans ce qu'ils mettent en place par rapport aux droits des populations autochtones et au statut des populations autochtones. Robert Arthur Alexis, que vous voyez en photo ici, est un Indien Gwechen, c'est-à-dire de langue atapascane, enfin, qui est né dans une culture atapascane essentiellement, qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Porcupines and China Dolls. Pourquoi Porcupines and China Dolls? Porcupines, le porc-épic, parce que les jeunes enfants indiens, les jeunes garçons, la première chose qu'on faisait, c'était de leur tondre les cheveux. Et China Dolls, parce qu'on coupait les cheveux des petites filles au niveau des épaules et qu'elles ressemblaient à des petites poupées de porcelaine, d'une certaine manière. C'est une référence à la coupe des cheveux qui constitue en fait il y a une espèce dans ces romans à chaque fois la même cérémonie d'accueil ou rituel d'accueil des enfants dans le pensionnat, et la première chose qui leur arrive, c'est qu'on leur coupe les cheveux parce qu'ils ont souvent les cheveux longs, et quand on connaît le sens des cheveux dans de nombreuses communautés aborigènes, c'est-à-dire qu'ils sont associés soit à la force, soit à la vie, c'est-à-dire que se couper les cheveux est un signe de deuil dans certaines communautés aborigènes. On comprend la force de la symbolique de cette coupe de cheveux donc à l'arrivée au pensionnat. On en reparlera, je pense, tout à l'heure. Robert Arthur Alexis, donc, dans ce livre, fait quelque chose, à mon avis, d'essentiel, c'est qu'il envisage le cas où le fait de poser la parole ne suffit pas, et où le traumatisme perdure après avoir posé la parole. C'est-à-dire que les personnages, assez tôt, expliquent ce qui leur est arrivé, les horreurs qu'ils ont vécues dans les pensionnats. Certains des coupables sont condamnés ou sont reconnus coupables de leurs actes, et pourtant ça ne suffit pas. Pourtant c'est un roman dans lequel les personnages continuent d'errer, continuent d'être dépendants de substances addictives, en particulier l'alcool. On sait que l'alcoolisme dans les communautés aborigènes est un véritable problème, de troubles du comportement, notamment suicidaires. Le roman commence avec un des personnages principaux au bord d'une route, le canon d'un fusil dans la bouche. Voilà comment commence le roman. Les pulsions suicidaires et des relations sociales et affectives totalement dysfonctionnelles, complètement dysfonctionnelles sur cette réserve. Ce qui est assez intéressant dans la démarche aussi d'Alexis, c'est les premières pages d'introduction qui présentent l'histoire des pensionnats un peu à la manière d'une légende ou d'un mythe, et qui sont assez richement écrites, avec un style assez riche, qui contraste avec finalement ce qui est raconté ensuite, c'est-à-dire l'horreur et la tragédie de ces vies finalement brisées, qui est racontée sur un style souvent assez plat et souvent assez neutre, et un style justement qui est voulu par Alexis, j'en suis certain, pour mettre en évidence la banalité finalement de ces horreurs, la banalité de ces traumatismes et de ces situations pourtant tragiques. Je vous avais mis un court extrait des œuvres de Robert Arthur Alexis, c'est-à-dire de Porcupines and China Dolls. Je pense qu'on n'aura pas le temps, mais je tiens le PowerPoint à votre disposition. C'est un livre difficile à trouver, il est en rupture d'édition, il n'a pas été traduit en français et je ne l'ai trouvé dans aucune bibliothèque en France. Je viens de le commander pour le relire au Canada, il est aux États-Unis chez des amis à moi et j'attends qu'il arrive avec impatience, mais j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Black Apple de Joan Craig est beaucoup plus récent. Le roman d'Alexis, c'est 2002, hein, donc c'est en fait toute cette période où se met en place la création de la commission Vérité et Réconciliation. Le roman de Joan Craig, Black Apple, c'est 2017, donc c'est beaucoup plus récent. Joan Craig est une écrivain métisse, et ce qui est intéressant dans Black Apple, c'est un roman qui, à mon sens, a quelques défauts, c'est-à-dire
qui fait beaucoup de commentaires digressifs sur la politique du gouvernement canadien en matière d'éducation des Indiens. Pour parler vulgairement, je trouve qu'elle y va un peu avec ses gros sabots parfois, Joanne Crate. Alors la différence avec Alexis, c'est qu'Alexis a été scolarisé dans les pensionnats, Joanne Crate ne l'a pas été. Et sa famille ne l'a pas été. Elle a échappé à cette expérience. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans sa démarche, c'est qu'elle donne la parole à un des bourreaux. Je dis bourreau, le mot peut sembler fort, mais finalement, il y a quand même un peu de ça quand on lit certains récits. C'est la mère supérieure qui dirige le pensionnat dans lequel est scolarisée l'héroïne du roman, qui s'appelle Sinopaki, qui est rebaptisée, les enfants étant rebaptisés quasiment systématiquement par les nonnes ou par les prêtres. C'est cette mère supérieure, finalement, qui s'interroge sur le sens de sa mission. Elle est vieillissante. Ça se passe dans les années 40, donc à une période où les pensionnats manque de moyens, comme je vous l'ai expliqué, et elle s'interroge finalement sur le sens de sa mission en tant que supérieure de ce pensionnat. Donc il y a ces doutes qui envahissent finalement cette personne qui a participé à l'entreprise des pensionnats, qui est assez intéressant à lire finalement, puisque c'est un peu comme dans certaines commissions vérité et réconciliation au Rwanda, par exemple, ou dans certains pays d'Afrique, le point de vue du bourreau, parfois, ou de celui qui a participé au traumatisme, en tout cas, permet d'en apprendre sur ce qui s'est passé, en fait, et sur le sens de ce qui s'est passé. C'est aussi un roman intéressant en ce que la jeune héroïne est paralysée, pétrifiée par ce qui lui arrive, et je trouve que Joanne Crate arrive à reproduire dans son style et dans son écriture cette paralysie, cette stase, si vous voulez, à laquelle est confrontée la jeune héroïne, qui paradoxalement va tenter de s'enfuir à plusieurs reprises. Elle est prise dans la salle de classe, c'est le deuxième extrait, elle est prise de tremblement des jambes, elle ne peut plus rester assise sur sa chaise alors qu'elle est au demeurant bonne élève. Elle est destinée à devenir sœur. En fait, le projet de la mère supérieure est de la former pour qu'elle devienne sœur. Voilà, sa nouvelle mission, elle s'attribue une nouvelle mission. C'est former cette petite pour qu'elle devienne à son tour sœur. Et en fait, cette petite fille n'arrive plus à tenir dans la salle de classe, a les jambes qui lui démangent, et tente de s'enfuir, et est rattrapée dans l'extrait que je vous propose par une des sœurs, comme un poisson au bout d'une ligne. Et ça, c'est une image assez intéressante, cette image de l'emprisonnement, finalement. Chez Wagamis, les jeunes enfants indiens sont chassés comme des animaux dans le bush canadien par les autorités indiennes pour être amenés de force au pensionnat. Chez elle, la petite fille est rattrapée comme un poisson qu'on pêche, comme un poisson au bout d'une ligne. Elle est ferrée, littéralement, par la sœur. Richard Wagamis est Ojibwe. Richard Wagamis a écrit un roman assez fantastique en 2013 qui s'appelle Indian Horse. C'est le nom du personnage principal qui s'appelle Soul Indian Horse. C'est l'histoire d'un petit garçon Ojibwe qui est abandonné par ses parents. Ses parents sont passés par les pensionnats, ils sont devenus alcooliques, ils sont devenus des sortes de zombies, il n'y a pas d'autre terme. Ils errent de bar en bar, de boutiques qui vendent des spiritueux ou de l'alcool en boutique qui vendent de l'alcool. Et ils abandonnent le jeune garçon avec sa grand-mère au bord d'un lac en début de l'hiver. Et le jeune garçon et sa grand-mère vont essayer de prendre le canoë pour regagner la petite ville la plus proche pour ne pas mourir de froid. Et on retrouve Saul à côté du cadavre gelé de sa grand-mère et on le scolarise dans un pensionnat indien. Dans ce pensionnat, il va faire une rencontre, la rencontre du père Le Boutillier. Alors, les tortionnaires, entre guillemets, sont souvent français parce que la scolarisation dans les pensionnats catholiques est très associée aux oblats, aux pères oblats, qui étaient pratiquement tous francophones ou en grande partie francophones et qui venaient du Québec, en fait, de Montréal, de la région de Montréal. Donc, il est scolarisé, il fait la rencontre du père Le Boutillier qui va le sauver de ce pensionnat en initiant au hockey sur glace. Il va devenir un excellent hockeyeur, il est très doué pour le hockey. Et le hockey va envahir l'espace du roman dans des proportions considérables, à tel point que j'ai failli fermer le roman en me disant « Oh là là, ça ne m'intéresse plus trop, c'est pas trop mon truc, le hockey, tous ces matchs de hockey. » Et en fait, je ne vous dis pas, il n'y aura pas de spoiler, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais on s'aperçoit que le hockey dans le roman masque un souvenir dans la vie de Saul et masque au lecteur ce même souvenir ou cette même vérité. C'est-à-dire on fait l'expérience du retour du souvenir traumatique, du souvenir réprimé, que vit Saul Indian Horse dans le roman. C'est assez fabuleux et c'est assez saisissant quand dans un des derniers chapitres, on apprend ce qui s'est passé au pensionnat, en fait, ce qui s'est passé pour lui. Ce qui est intéressant
également, c'est que Richard Wagamese a vécu en partie cette histoire. Il n'a pas été scolarisé dans les pensionnats, mais il a été abandonné par ses parents qui étaient dysfonctionnels suite à leur passage dans les pensionnats, qu'il n'a pas revu pendant 25 ou 30 ans. Il a été placé dans des familles d'accueil, pas dans des pensionnats, mais il a souffert des blessures similaires. Il est devenu SDF dans les rues de Winnipeg ou de Vancouver, je ne me souviens plus exactement. Il est devenu alcoolique et il est devenu écrivain ensuite. Il est devenu journaliste et écrivain. Donc c'est un parcours extrêmement intéressant que le sien. Et il y a une forte dimension autobiographique finalement dans Indian Horse qui rend les choses intéressantes, puisque ce n'est pas une autobiographie, mais c'est fortement inspiré des émotions ressenties par Richard Wagamese quand il était enfant et de son expérience. J'avais mis ces photos pour vous donner une idée donc de ces pensionnats finalement qui changent l'enfant indien. C'est toutes les photos avant-après qui étaient assez populaires à l'époque. On prenait une photo de l'enfant le jour de son entrée au pensionnat et une photo 2-3 ans après. Vous voyez la métamorphose de ces jeunes enfants, en fait. J'avais mis quelques citations de Wagamese, je ne vais pas avoir beaucoup de temps, mais quand tout de même nous étions comme du bétail, nous dit-il, c'est ainsi que nous étions traités, nourris, abreuvés, contraints de porter notre fardeau quotidien et rentrer à l'abri pour la nuit. Quand on t'arrache ton innocence, quand on dénigre ton peuple, quand la famille d'où tu viens est méprisée et que ton mode de vie et tes rituels tribaux sont décrétés, arriérés, primitifs et sauvages, tu en arrives à te voir comme un être inférieur. On perçoit bien le processus de déshumanisation de l'enfant dont il est question ici, et qui m'a évoqué cette photo que j'ai trouvée sur Internet de ces jeunes filles aborigènes entassées dans ce camion pour être conduites au pensionnat. L'image du bétail est tout de même pas très loin. Thomson Highway, lui, écrit. Thomson Highway est l'auteur de... C'est un dramaturge, il a écrit des pièces de théâtre qui ont eu du succès au Canada. C'est aussi un pianiste au départ. C'est le premier, finalement, pianiste classique amérindien au Canada. Et il a écrit un roman qui s'appelle Kiss of the Fair Queen, qui a été traduit en français sous le titre de Champion et Onimito, qui sont le nom des deux personnages principaux, et qui est à connotation fortement autobiographique aussi. Thomson Highway a été extrait de sa famille à l'âge de 6 ans, donc je vous l'ai dit, son père était chasseur de caribous nomades dans le Grand Nord canadien. Il a été scolarisé dans un pensionnat à 400 km de là, où il a découvert le piano. Et il s'est pris de passion pour le piano. Son jeune frère l'a rejoint 2 ans après. Son jeune frère est devenu danseur. C'est le premier danseur amérindien du ballet de Toronto, René Highway. Ils ont subi, on ne sait pas exactement ce qu'il est arrivé à Thomson et à René dans les pensionnats, mais on s'en doute quand on lit Kiss of the Fair Queen, tellement la dimension autobiographique est forte. Ils ont probablement été violés, en tout cas ils ont subi des violences, mais ils ont tous les deux construit leur vie sur la danse et sur le piano, si ce n'est que René, le frère de Thomson, était homosexuel, a eu une vie sexuelle assez dissolue et est mort du sida en 1990. Et Thomson Highway a écrit ce roman après la mort de son frère parce qu'il a ressenti le besoin de parler de cette expérience et de l'impact que ça a eu sur sa vie. C'est une photo de Thomson Highway au piano, de René au ballet de Toronto, et une photo de jeune hockeyeur indien sur la glace qui évoque Richard Wagamese. Pourquoi je vous ai mis ces photos? Parce que ces deux auteurs, Thomson Highway et Richard Wagamese, ont essayé de se saisir de formes. Ces formes, c'est le piano, c'est le hockey. Et ils vont se heurter au racisme, forcément, et aux limites, finalement, des espaces qui leur sont autorisés. Hein, à savoir que Richard Wagamese ou le personnage plutôt, pas Richard Wagamese, Saul Indian Horse, va arrêter de jouer au hockey parce qu'il va être victime du racisme des autres joueurs, mais aussi de la presse. Je vous ai mis deux passages, où le passage dans lequel il dit « Quoi que je fasse sur le terrain de hockey, je suis toujours ramené à mon statut d'Indien. Si je ne réagis pas quand on m'agresse, je suis l'Indien stoïque. Si je réagis et que j'agresse, je suis l'Indien qui va prendre un scalp, qui va prélever un scalp. » Vous voyez, il est victime de ces stéréotypes qu'on lui colle à la peau, il est ramené à son statut de subalterne en permanence, et il s'aperçoit que l'espace du hockey, qui est... On connaît tous hein, le sens du hockey au Canada. Hein. Le hockey est un symbole assez fort. C'est un sport de blanc. D'ailleurs, la traduction en français du roman, c'est sport blanc. Voyez, hein. C'est un espace qui lui est interdit.
interdit telle quelle. Et Thompson Highway va se retrouver, il va participer, le personnage du roman de Thompson Highway, champion, va participer à un concours de piano prestigieux qu'il va gagner. Mais c'est pareil, dans la presse, il va être ramené à son statut d'Indien, de frère de Geronimo. On va dire que son père est probablement est un chasseur de caribous dans le Grand Nord qui égorge des bêtes pour boire leur sang en hommage à un dieu païen, etc. Tous ces stéréotypes, en fait, qui vont les ramener à leur statut d'indigène. Et ce qu'ils vont faire dans leurs ouvrages, et qui est extrêmement important, c'est qu'ils vont réinvestir ce que les pensionnats leur ont laissé, c'est-à-dire la langue anglaise et des formes d'expression artistique que sont l'écriture et le piano pour Thompson Highway. Ils vont les réinvestir en y injectant, en les métissant de formes aborigènes, notamment le conte oral, pour détourner la langue anglaise et détourner le roman à leur manière et construire ce que j'estime être des moyens d'interprétation de l'histoire et des moyens d'expression qui vont servir leur communauté, qui vont leur servir à eux à se reconstruire, mais qui vont servir leur communauté. On ne va pas avoir trop le temps, mais Thompson Highway, par exemple, accélère la langue anglaise à la manière de la langue cri. Il dit que la langue cri, sa langue maternelle, est la plus rapide du monde. Et il rédige des phrases en anglais où il accumule il juxtapose des segments qui vont accélérer le rythme et qui vont faire penser à la langue cri. Donc ça, c'est très intéressant. Voyez, quand il parle de la langue cri, OK, Jeremiah's cri was like machine gun. OK, mitraillette Jeremiah. OK, on entend la mitraillette. Il joue sur les sons d'ailleurs en permanence, hein, et sur les jeux de langue, justement. Il va également détourner le « Je vous salue Marie » dans une sorte de traduction. Ce sont les jeunes enfants qu'on force à prier, en fait, qui ne comprennent pas un mot du « Je vous salue Marie » et qui répètent phonétiquement Sainte Mary, Mare de Dune, pliez pour nous, Sim Pasteur, maintenant, etc., etc. Et au milieu de ce charabia, il y a un mot en langue cri. Il ne pouvait pas s'empêcher de se demander pourquoi il y avait dans la prière le mot cri Noussim. Pourquoi cette Mare de Dune avait-elle besoin d'un filleul? Noussim veut dire filleul en cri. Donc ce jeune enfant, vous voyez, c'est assez extraordinaire, c'est très bien traduit d'ailleurs. Séminalaire est un autre jeu de mots que je voulais prendre comme exemple, parce que quand il essaie d'expliquer à ses parents qu'il va rester à Toronto et pas revenir sur la réserve, il dit à son frère, ah, j'arrive pas à leur expliquer quel est le mot pour université en cri. Il n'y a pas de mot pour université en cri, ça n'existe pas comme réalité extra-linguistique. Et son frère lui dit séminalaire. Et séminalaire, c'est très intéressant parce que c'est un détournement de séminaire, hein, qui évoque le viol par les prêtres finalement des jeunes enfants, le liquide séminal, et le père Lafleur qui viole les jeunes enfants en fait dans le pensionnat par où sont passés les deux héros. Cette image d'ailleurs est assez évocatrice, Je vous salue Marie dont on a parlé. On pourrait imaginer que ce soit une illustration de ce passage de Thompson Highway. Il fertilise également son récit avec deux personnages, le trickster, Wizagitchak, c'est ce personnage cher au récit amérindien, qui est à la fois le personnage qui vient en aide, mais qui trompe également, qui leurre les êtres humains, en fait. Alors il se trouve que c'est la belette, Wizagitchak, ou le petit renard blanc dans le roman de Thompson Highway, et le Witigo, qui est un personnage cannibale, qui est emprunté aux mythologies algonquines, Cree et Ojibwe, Wendigo, Witigo. C'est un personnage qui servait à exorciser le tabou du cannibalisme en temps de famine, en fait. On se rappelait du Witigo pour se rappeler qu'il ne fallait pas manger de chair humaine. Et dans ses récits, il est réinvesti pour se superposer à l'image du prêtre. Le prêtre qui viole est assimilé très clairement dans le roman de Thompson Highway et dans d'autres productions au cannibalisme. Il prend possession du corps des jeunes enfants, comme les colons ont pris possession du territoire, parce que c'est très lié à la notion d'espace. Ce qui est intéressant, c'est que ces auteurs se réapproprient un espace, ils se réaménagent en espace par l'hybridation et par le métissage. Je vais passer vraiment très vite, je ne veux pas trop déborder. Vous voyez, il y a tout un tas de passages. Dans ce passage-là, Richard Wagamese évoque le cadavre gelé. Ce qui est intéressant chez Wagamese, c'est que dans les interstices du roman, il va glisser des vignettes dans lesquelles va s'insérer toute l'horreur de l'expérience des pensionnats, finalement. C'est-à-dire un chapitre de 10 lignes dans lequel il va dire à Saint-Jérôme, j'ai vu des enfants mourir de tuberculose, de grippe, de pneumonie et de cœur brisé. J'ai vu des jeunes garçons et des jeunes filles mourir debout sur leurs pieds. Il va accumuler toutes ces images, finalement, atroces de l'expérience des pensionnats en 10 lignes et ensuite passer à un autre fragment du récit. Il va insérer des vignettes, en fait, dans le roman. Ce sont des chapitres très courts. Ils vont redéfinir la forme du roman, tous les deux, Highway et Wagamese, pour insérer ces commentaires sur les pensionnats ou ces images sur les pensionnats.
notamment l'image du cadavre des enfants qui ont essayé de s'enfuir et qu'on a retrouvé gelés dans la neige et dont on a une illustration ici sur cette image qui, je les ai extraites des rapports de la commission Vérité et Réconciliation. Joséphine Bacon, si vous avez Bacon, je pense, elle est Innu, donc elle écrit en français et en Innu. Les Innus habitent dans ce qui est le Québec, en Gaspésie, et vers Tadoussac, Trois-Rivières, au bord du Saint-Laurent. J'y suis allé cet été, donc au Québec, et j'ai acheté ce recueil et je n'ai pas regretté. Bâton à message, c'est extraordinaire. Sur une page, elle écrit le poème en français, sur l'autre, elle l'écrit en langue Innu. Elle ne le traduit pas. Elle l'écrit en langue Innu, elle l'écrit en français. Et elle parle de l'expérience des pensionnats. J'ai su écrire en lisant le Chihe Manitou des Micelles. Je n'étais pas esclave, Dieu a fait de moi son esclave. J'ai cru, j'ai chanté ses louanges. Indien, donc indigne. Je crois en Dieu, Dieu appartient aux Blancs, je suis sédentaire. Voyez, indienne, donc indigne, très intéressant comme glissement sonore et sémantique. Et le Chihe Manitou, c'est-à-dire elle se réattribue le sacré, le missel, elle se le réapproprie pour le ramener dans le domaine aborigène. Chihe Manitou étant bien sûr, en langue Innu, la manière de dire la prière, la communication avec les esprits. Donc la juxtaposition est intéressante. J'ai découvert Natacha Canapé-Fontaine, qui est d'une autre génération. Elle n'a pas vécu les pensionnats, elle, mais des membres de sa famille y ont été scolarisés. Et dans Bleuet et Abricot, c'est aussi une auteure Innu. Elle écrit « On a pris la langue de mon aïeul. Elle a bu l'eau de vie des micelles. Elle n'a plus rien bu d'autre que le vin de messe des dimanches. Les enfants ont grandi dans les chambres noires des maisons où l'on apprenait à mentir. Ce sont les pensionnats. Les pages se sont ouvertes sur le sable et la terre. Il y avait le mot sel, et le sel s'est éparpillé dans les esprits. » L'image du sel corrosif, forcément, et l'image de la religion comme une intoxication. L'eau de vie des micelles, le vin de messe, la pollution des esprits, l'intoxication de l'esprit des enfants. Louise Bernice Haff est en cri, elle écrit en anglais et en langue cri, et elle écrit pareil sur son expérience des pensionnats, sur le traumatisme intergénérationnel, le fait qu'elle n'ait pas été préparée à la vie après le pensionnat, c'est-à-dire elle sort du pensionnat, elle est complètement inadaptée pour s'insérer dans quelque forme de vie que ce soit sur la réserve ou hors de la réserve. On lui a nettoyé le cerveau. Il y a des années, elle dit « Je me suis rendue au cimetière de la réserve pour compter les morts victimes des pensionnats, famille, amis, de la génération de mon frère. Ils étaient 30 de ses pères. Suicide, meurtre, traumatisme, incendie derrière le rideau de la réserve. Tant d'années et je pleure toujours. » On est là vraiment sur l'impact intergénérationnel de cette expérience qu'elle a vécue directement, elle. Je vous conseille de voir aussi un film qui s'appelle... il y a deux films que j'ai choisis. Older Than America de Georgina Lightning, dans lequel elle se réattribue, elle se réapproprie les codes du film d'horreur pour évoquer l'expérience des pensionnats. Elle n'a pas été scolarisée elle-même en pensionnat, mais son père l'a été. Son père est devenu dysfonctionnel, était assez violent et s'est suicidé quand elle avait 11 ans. Et elle écrit donc sur cette expérience des pensionnats et sur le traumatisme intergénérationnel également. Ce sont quelques captures d'écran du film. Elle évoque toutes ces scènes classiques de violence sur les enfants. La religieuse qui enfonce du savon dans la bouche de la petite fille parce qu'elle a parlé une langue aborigène. Il y a des témoignages, tout un tas de témoignages d'enfants aborigènes qui racontent avoir été témoins de ces scènes dans lesquelles on enfonçait du savon dans la bouche des enfants qui parlaient leur langue maternelle. La traditionnelle petite pièce de Noël dans laquelle on costume les enfants aborigènes pour leur faire jouer une scène de la Bible, on la retrouve chez Thompson Highway, où le petit frère de Champion, Gabriel, joue le rôle de Jésus dans Le chemin de croix, La Passion du Christ, qui est un chapitre très intéressant du roman. L'infirmerie, où meurent par manque de soins de nombreux enfants indiens victimes de maladies, dont la pneumonie, mais pas que. Les tombes communes, les fosses communes dans lesquelles sont enterrés des cadavres, le nombre d'enfants indiens disparus est assez impressionnant. Le gouvernement canadien a cessé de les compter en 1920, tant les chiffres étaient élevés. Et les enfants qui reviennent sous forme de zombies, ça c'est la dimension film d'horreur, c'est l'esprit des enfants morts dans le pensionnat, d'un groupe d'enfants séquestrés et morts dans le pensionnat, qui apparaît à l'héroïne du film des années après, et qui va la ramener vers le pensionnat, et qui va permettre de mettre à jour cette vérité de ce qui s'est passé dans ce pensionnat, de ce qui est arrivé donc à ces enfants et à la mère de l'héroïne. Dans Jeff Barnaby, qui est Micmac, c'est-à-dire la Gaspésie également,
réalisé un film Rhymes for Young Girls, dans lequel il reprend, il y a un jeu de mots, Young Girls, les jeunes ghouls, la goule, le personnage, le mort-vivant, et Girls, bien sûr, dans la prononciation, les jeunes filles, puisque l'héroïne, en fait, va se retrouver internée dans le pensionnat de sa réserve indienne. Alors ça, c'est la fameuse scène où on coupe les cheveux, c'est un classique donc des récits de pensionnat, et la fameuse scène où on nettoie les enfants. J'ai passé très vite sur le texte de Wagamis, mais il y a un passage dans lequel il décrit le moment où on donne le bain aux enfants quand ils arrivent, et il dit, les nonnes n'essayaient pas juste d'enlever la trace et l'odeur, on aurait dit qu'elles essayaient d'enlever notre peau. Il dit tellement elles frottaient fort. Voyez, donc il y a cette symbolique d'essayer de récurer. C'est le Karcher avant l'heure un peu. On peut le dire, le nettoyage, l'opération de nettoyage de l'Indien. Et la thématique des zombies, encore une fois, et du film d'horreur, qui est réinvestie à travers le spectre des pensionnats. Finalement, c'est ça qui est évoqué ici, qui apparaît en fond d'écran très souvent. Le trickster dont je vous ai parlé apparaît dans le film également, c'est le lapin que vous voyez chez les Micmacs, c'est Nanabush. Il prend souvent la forme d'un lapin. Le trickster est toujours polymorphe. Il change, on dit qu'il est shapeshifter en anglais, c'est-à-dire qu'il change de forme à volonté. Mais c'est souvent un lapin chez les Ojibwe et chez les Micmacs. Et encore plus intéressant, le Wendigo que je vous ai montré tout à l'heure apparaît 3 fois dans le film. Sur les dessins que la mère de la jeune héroïne qui s'est suicidée laisse, en toile de fond à la fin du film, dont je ne vous explique pas le dénouement parce que ça serait gâcher votre visionnage du film, et dans un roman graphique au milieu du film également, où il vient dévorer les enfants indigènes qui sont tous pendus à un arbre. Donc il y a une symbolique qui est très forte là aussi. Et il y a un métissage des genres là aussi, et des formes surtout. C'est pas juste un film, il y a du roman graphique dans le film, les musiques sont intéressantes également. C'est une œuvre composite, si vous voulez, hybride dans le sens où elle est composite à la fois tradition occidentale, entre guillemets, et indigène, et au niveau des formes employées. Et David Alexander Robertson écrit, lui, et il a publié Hans Begins, qui est un roman graphique. Il a appelé cette série les 7 générations. Les 7 générations, c'est quelque chose qui est assez important dans certaines communautés aborigènes. Les Iroquois avaient inscrit dans leur constitution en 1720, puisqu'ils avaient adopté une constitution, les Iroquois, le principe des 7 générations, qui est parfois interprété comme les décisions que nous prenons doivent prendre en compte les 7 générations qui suivent pour être validées, ou doivent prendre en compte les 3 précédentes et les 3 suivantes, donc le passé et le futur. On est dans notre thématique ici, véritablement. Donc dans ce roman graphique, on retrouve les mêmes scènes, la scène du prêtre qui prétend donner un bain à l'enfant et qui va le violer derrière la porte close de la salle de bain. Et ce qui est encore plus intéressant, la scène du prêtre qui bat l'enfant à coups de ceinturon. Si vous lisez le roman de Thompson Highway, il y a exactement la même scène. Le petit frère de Champion, Gabriel, est battu. Le prêtre lui baisse son pantalon et le bat à coups de ceinturon. C'est exactement la même scène, mais à la fin du roman graphique, cette scène est transposée au père. Il devient père à son tour, et il devient père abusif, il devient père violent et dysfonctionnel, vous voyez. Donc ce qui est abordé ici, c'est l'impact intergénérationnel, encore une fois, et durable sur les familles et les communautés autochtones. Je vais terminer avec 2 peintures qui m'ont paru également s'inscrire dans cette démarche de réappropriation des formes et des récits. Laurence Paul Hewell-Plum, qui est Salish, c'est-à-dire qui vient de Colombie-Britannique, de la côte pacifique de l'ouest du Canada. On voit bien la manière dont il représente la fragmentation de l'identité, finalement, de cette petite fille, en l'occurrence, qui est passée par le pensionnat, le morcellement de la personnalité est manifeste. Et le spectre des pensionnats sur cette peinture anonyme qui représente le pensionnat de St. Michael en Colombie-Britannique, qui finalement se rapproche des films dont nous venons de parler, les codes du film d'horreur. L'horreur, c'est le crâne qui se superpose à la façade du pensionnat en arrière-plan, et les 2 jeunes enfants indiens qui se partagent une maigre pitance en fait dans un bol au premier plan. Et enfin, ce graffiti, cette peinture murale anonyme sur les murs des ruines du pensionnat de St. Michael, qui a été détruit maintenant, que je trouve très touchante. Alors c'est ce jeune enfant indien qui est habillé de la bure des enfants de chœur. Donc la croix est inversée, donc il y a un symbole assez puissant. Il porte une plume qui est finalement le seul élément qui permet de l'identifier comme étant aborigène sur le graffiti. Et l'artiste éphémère a écrit « Never forget ».
Donc, le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, certes, mais moi, je voulais tout de même terminer avec 2 citations de Thomson Highway et Richard Wagamese. Un devoir de mémoire dans lequel le passé doit servir à l'avenir. C'est exactement ce que nous dit Richard Wagamese quand son personnage dit « Je veux construire quelque chose de nouveau sur l'ancien ». Et au lieu d'être joueur de hockey, à la fin du récit, il devient coach de hockey, entraîneur. Il se situe dans la transmission aux générations futures. Et dans le roman de Thomson Highway, Kiss of the Fair Queen, quand le père des deux frères, ils ne sont pas jumeaux, meurt sur son lit de mort, il leur raconte une histoire qui est l'histoire des fils d'Ayash, qui est une légende de cri. Et il leur dit « Mes fils, avec ces armes magiques, créez un monde nouveau ». Et je crois que c'est exactement ça que Thomson Highway et que tous les auteurs dont je vous ai parlé font, c'est qu'ils réinvestissent le passé, ils réinvestissent les coutumes, les traditions, l'histoire des pensionnats pour créer des outils d'interprétation et de communication au service des communautés indigènes ou qui permettent en tout cas une parole qui a été longtemps empêchée. Merci. J'avais promis de ne pas dépasser, mais je crois que j'ai dépassé. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Vous avez parlé de... Attendez, je vous amène les autochtones pour réécrire leur histoire. Ouais. Vous avez parlé de ce que font les autochtones pour réécrire leur histoire, mais à un moment dans votre récit, vous avez évoqué une aide financière qui avait été, entre guillemets, balancée, et après. Et ma question, c'était qu'est-ce que font les populations qui se sont rendues compte du traumatisme qu'elles ont causé pour les accompagner? Au Canada, c'est très délicat. J'ai constaté par moi-même, pas plus tard que cet été, le malaise qu'il y a encore par rapport à cette situation. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de culpabilité qui s'est installé, qui est manifeste, qui devient de l'autoflagellation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une cérémonie au Canada à l'heure actuelle sans qu'on s'excuse vis-à-vis des populations autochtones, des communautés autochtones, sans qu'on leur donne la parole parce que c'est politiquement correct de le faire. C'est très bien, c'est pavé de bonnes intentions. Je ne suis pas sûr, comme je le disais, que ça serve tant les communautés que ça. Alors, il y a des initiatives qui ont été financées par les aides financières attribuées, mais tout de même, il y a des communautés qui restent tellement isolées et tellement fragilisées. Pourquoi est-ce qu'elles sont fragilisées? Parce qu'on les a privées de leurs moyens d'expression. Et c'est en ce sens que ces artistes, pour moi, sont importants. C'est qu'ils créent des moyens d'expression, ils créent des espaces d'expression qui ne sont pas réservés aux non-aborigènes. Ils s'aménagent des espaces. Et en les aménageant pour eux, en tant qu'artistes et en tant que personnes, c'est quand même une démarche qui est aussi personnelle au départ, je crois qu'ils le font aussi pour leur communauté. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je vous encourage à lire ces livres. Ils sont disponibles, j'en ai fait acheter un certain nombre par la bibliothèque universitaire à Pau. Les traductions pour que les personnes qui ne lisent pas en anglais puissent les lire. La traduction de Champion et de Kiss of the Fair Queen est merveilleuse. C'est toute une autre histoire, mais c'est un traducteur qui a métissé la langue française en français canadien, là où Thomson Highway a métissé la langue anglaise avec la langue cri. C'est un processus de réciproque intéressant. Et si vous êtes intéressé par ces questions, je vous signale la tenue à Pau jeudi prochain, jeudi qui arrive, le 22. Je co-organise une journée d'études qui est ouverte à tout le monde sur la vérité et la réconciliation, où il sera question du Canada, des populations aborigènes, avec une collègue de l'Université de Québec notamment. Et il sera question des aborigènes en Australie. Et il sera question de l'Afrique du Sud pendant l'apartheid et post-apartheid, du Pays Basque aussi, de la réconciliation au Pays Basque. Voilà, donc... je vous encourage, si le cœur vous en dit et si vous en avez le temps, à venir nous rendre visite. C'est à l'Université de Pau, à l'UFR, l'ancienne UFR droit, économie, gestion. Voilà. Et si vous tapez journée d'études, vérité et réconciliation sur Internet, vous allez trouver le programme sur le site de l'UPPA. Je vous remercie beaucoup de votre attention.